شوية. عليك monsieur, merci beaucoup. Merci, monsieur. Ok, donc on va continuer sur le chapitre du management par contrainte. Est-ce que le son il est bon? Vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Je change ça. Alors, si vous vous rappelez, nous avons déjà traité les règles de la théorie des contraintes et on s'est arrêté sur ce slide donc, qui synthétise la méthode DBR, donc qui est Drum Buffer Rope. Dans la traduction, c'est tambour, tampon, corde. C'est juste pour illustrer comment ça fonctionne cette théorie de contrainte ou cette management par contrainte. Alors, j'ai déjà initié l'explication, donc je vais la reprendre tout simplement. Alors, on va considérer un tambour. Donc, c'est l'élément central qui va piloter donc une chaîne de production là, sur lesquelles on va se baser pour piloter toute la chaîne de production. Donc, ça, c'est le tambour. Donc, c'est quoi le tambour? C'est la ressource goulot. Dans ce schéma-là, c'est la ressource X. Alors, c'est celle qui va, ça veut dire piloter toute la chaîne et imposer son rythme à tous les postes que vous voyez à droite et à gauche. On les considère comme des ressources ou des postes non goulots. Donc, les postes nommés Y. Alors, on va reprendre les mêmes règles que nous avons déjà vues parmi les 9 règles, ça veut dire que la ressource goulot, la contrainte, c'est elle qui va définir le débit, qui va définir le stock, le niveau de stock, etc. Donc, il y a au moins 3 règles le plus qui concernent la ressource goulot. Donc, en fin de compte, le rythme, il va être imposé par cette ressource goulot. C'est pour cette raison-là, on la schématise sous forme d'un tambour. Alors ça, c'est pour le tambour. Puis lorsqu'on va passer au tampon, donc ce sont les 2 stocks qui se trouvent avant et après, en amont et en aval. Donc, il y a un stock qui va protéger la ressource goulot et un autre stock qui va protéger le client, puisqu'il a été mis juste avant l'expédition des produits. Alors, pourquoi on a mis ces 2 stocks tampons? On les a mis parce que donc, il y a des aléas et puisqu'on cherche à assurer le maximum de performance de cette chaîne-là, il faut alimenter la ressource goulot, ça veut dire à 100%, disons. Donc, pour éliminer le maximum des problèmes et des aléas. Alors, c'est pour cette raison-là, on a mis un stock qui va être, ça veut dire qu'il va être dimensionné selon ces aléas. Par exemple, si on a l'habitude d'avoir des problèmes de qualité ou des problèmes de maintenance qui vont arrêter un poste parmi les postes non goulots qui se trouvent en amont et qui peut prendre par exemple 2 heures ou là, qui peut prendre 1 heure ou la plus, ça veut dire on va mettre un stock qui va couvrir pendant ce temps-là où l'aléa il s'est produit.
Donc, ça veut dire qu'il ne sera pas un stock comme ça. On doit le dimensionner en fonction des alliés qui peuvent arriver à notre partie de la chaîne qui se trouve en amont de la ressource goal. Donc, ce sont ces postes-là. Parce que logiquement parlant, la ressource goal X, il a une capacité qui est inférieure à la demande et qui représente une contrainte pour toute la chaîne. Il ne fallait pas subir un autre problème à cause d'une rupture qui peut arriver en amont de cette ressource goal. Donc, logiquement parlant, il fallait toujours avoir une protection puisqu'on cherche à l'alimenter le maximum possible. Donc, ça, c'est pour le poste, ça veut dire le tampon numéro 1 qui se trouve ici, en amont, puis un autre stock tampon qui se trouve en aval. C'est pour protéger également le client contre les aléas qui peuvent arriver même à la ressource goal. Donc, si jamais il y a un problème quand même, on doit toujours avoir un stock bien dimensionné qui prend en considération donc cet aléa. Donc, comme ça, le client qui se trouve vers la fin de la chaîne, il va être servi sans problème. Donc, c'est les deux stocks tampons. Donc, c'est les buffers, les deux buffers. Alors, ça, c'est pour les deux stocks. Puis, la dernière chose, donc je vais juste effacer ce que j'avais mis. Il reste, dernière chose, c'est la corde. Donc, la corde, ça signifie, à ce niveau-là, que rien ne passe sans prendre en considération la ressource goal. Lorsqu'on va planifier même, quand on va commencer, on va le faire sur la base de la ressource goal. À quel moment il va arriver la matière première ou ça veut dire les encours au poste ressource goal. Donc, sur la base de ça, on va planifier notre, ça veut dire, on va initier l'alimentation. Donc, ça veut dire ne passe sans considérer la planification de la ressource goal. Donc, au niveau planification, tout va se passer en considérant la ressource goal. Ça veut dire les ordres de fabrication. Lorsqu'on va les lancer pour libérer la matière première à ce niveau-là, ils vont prendre en considération la ressource goal. Donc, c'est l'image de la courbe, ça veut dire la matière première ne peut se libérer ici que si on a le feu vert, entre parenthèses, de la ressource goal. Donc, c'est la méthode DBL qui résume comment ça fonctionne. Donc, ça veut dire la théorie de contrainte au niveau d'une chaîne de production. Et vous allez trouver de toute façon par la suite ce que j'avais mentionné oralement. Il a été donc mis sur les slides. Donc, que ce soit pour le tambour, pour les deux stocks tampons, et même on les appelle en fonction de leur rôle. Donc, celui qui se trouve en aval, c'est chip-in buffer. Et le deuxième qui se trouve en amont s'appelle constraint buffer. Donc, qui va protéger la contrainte.
Puis donc la corde qui est l'Europe, donc c'est même là, on peut lire que c'est l'image d'une corde qui empêche les ressources en amont ayant des capacités supérieures de produire plus que le goulot ne peut absorber. Donc ça veut dire que tout est rythmé en fonction de la capacité du goulot. Et même au niveau de planification, c'est le poste goulot qui sera le pilote. Euh, Et la suite de ça, donc, comme je l'avais signalé, la première ressource ne peut libérer la matière première que c'est nécessaire. L'ordre de fabrication est lancé par la contrainte. Et toutes les ressources sont synchronisées à la contrainte, comme nous l'avons déjà vu parmi les règles de la théorie de contrainte. Ce qui va éliminer les ruptures de flux ou l'excès de stock. Donc, leur rôle, c'est de rythmer, de synchroniser le travail. Donc, je pense c'est tout par rapport à la méthode DBR. Sauf si vous avez des questions, là, des choses qui ne sont pas claires, donc vous pouvez poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la méthode DBR? Monsieur, Oui, allez-y. monsieur, s'il vous plaît, est-ce que cette représentation, c'est la plus simple? Par exemple, on peut avoir plusieurs ressources Golo, donc il y aura plus que de tampons. Euh, Normalement, il ne peut y avoir, logiquement parlant, qu'une seule ressource goule, parce que donc, sauf s'ils sont égaux, ça veut dire que vous aurez un poste goulot qui est égal à l'autre en termes de sa capacité. Sinon, ça veut dire si vous avez par exemple une ressource ayant une capacité, euh, par exemple, de 20 pièces par minute, et l'autre de 15 pièces par minute qui est toujours inférieure à la demande, on ne va pas considérer celle de 20, c'est celle qui domine. Donc toujours, il y a une ressource goulot qui domine. Si ça tombe à l'exception donc que les ressources goulot, ils sont égaux, ça ça veut dire on doit les traiter de toute façon de la même manière. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Donc, c'est ça ma réponse par rapport à votre question. Merci, monsieur. D'autres questions? Et je reviens sur le schéma en disant que c'est juste un schéma qui illustre. Dans la réalité, on n'aura pas. Ça veut dire ça. Ça veut dire on doit juste prendre de ce schéma, ça veut dire les principes de la méthode tout simplement. Le tambour, c'est pour indiquer que la ressource goulot, c'est celle qui pilote la chaîne. Les tampons, c'est les stocks qui protègent que ce soit la ressource goulot et le client. Et la corde, c'est pour indiquer tout simplement que la ressource goulot, c'est celle qui va, ça veut dire, qui va imposer également son rythme et qui ne peut permettre, ça veut dire, l'entrée dans la chaîne de production sans prendre en considération la ressource goulot, que ce soit en termes d'ordre de fabrication ou là même le temps de commencement. C'est par exemple, nous avons un client qui demande
un produit à la date X. Donc, on doit faire notre calcul à quel moment, ça veut dire la matière première, elle doit être traitée dans la ressource X, goulot, en considérant ça veut dire la date qui a été fixée par le client. Puis donc, sur la base de ça, on va commencer donc le travail. On ne doit pas commencer avant ou l'année, on ne doit pas donc commencer tard. Ça veut dire la planification, elle va être faite sur la base de ça. Donc, c'est la ressource goulot qui sera le pilote. Donc, c'est ça ce qu'il faut prendre en considération à partir de ce schéma. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, donc on passe à la démarche. Donc, comment on va mettre dans le cas réel cette démarche sur le terrain? Donc, ça suppose de passer par 5 phases ou 5 étapes. Dans la première, donc je vais juste lister les étapes et je vais donner par la suite ça veut dire l'explication nécessaire pour chacune de ces étapes. Alors, la première, c'est identifier la contrainte. Donc, il faut déjà identifier la contrainte qui se trouve dans la chaîne de production. Deuxième chose, il faut exploiter cette contrainte et on va voir c'est quoi la signification de l'exploitation de la contrainte. Troisième étape, subordonner tous les processus à la contrainte. Alors, on va juste appliquer le DBR et les règles qui ont été déjà vues dans la première partie de ce cours. Donc, puis on arrive à la quatrième étape qui nous indique d'augmenter la capacité de la contrainte. Donc, il y a une différence entre la deuxième étape et la quatrième étape. La deuxième, c'est une exploitation tout simplement. Et la quatrième, c'est de chercher des solutions pour augmenter la capacité de la contrainte. Et la cinquième étape, ça reflète l'esprit de l'amélioration continue. Donc, on va revenir à l'étape 1. C'est jamais, donc, ça veut dire la contrainte que nous avons, il a été soulevé. Puis on va passer, peut-être, il peut apparaître une autre contrainte qu'on va prendre en considération. Alors, donc, je vais commencer par la première étape. Alors, au niveau du système, il fallait donc identifier les ressources qui représentent un problème et qui ont donc une capacité limitée par rapport à la demande. Alors, comment on va l'identifier? C'est très simple. Donc, c'est la ressource ayant un temps de cycle le plus long. Donc, ça, c'est clair. Une fois vous êtes dans une chaîne de production, à travers les temps de cycle, vous allez savoir d'une manière très simple quelle est la ressource qui représente donc le problème au niveau de la fluidité de la chaîne. Donc, c'est celle ayant le temps de cycle le plus long. Et ça se voit même, les stocks en cours s'empilent devant la contrainte. Alors, les stocks qui se trouvent en amont, ils vont attendre parce que donc, le temps de cycle des ressources qui se trouvent en amont, ils sont plus petits que
le temps de cycle de celle de la contrainte. Alors, il y aura un stock des encours. En traversant la chaîne, donc, vous allez trouver qu'il y a un stock qui attend devant donc, un poste de travail. Donc, ce poste de travail-là, ça se voit que c'est le poste goulot. Donc, c'est la contrainte. Les ressources qui se trouvent en aval de la contrainte sont en attente. De toute façon, c'est juste un résultat également du premier. Donc, en amont, donc si on va imaginer, ça c'est le poste goulot, c'est la contrainte. En aval, vous allez trouver des stocks qui attendent. Et ça veut dire en amont, il y a des encours qui attendent. Et en aval, il y a d'autres postes, des postes qui ne sont pas goulots, qui attendent l'alimentation parce que donc ils ont un temps de cycle plus rapide que la contrainte. C'est pour cette raison-là, ils vont attendre toujours donc le poste goulot. Donc la question de la contrainte, il est clair. Ça veut dire identifier la contrainte, c'est quelque chose qui n'est pas difficile du tout. Et de toute façon, si vous allez poser la question à des opérateurs, à des responsables, ils connaissent bien qui est le poste, ça veut dire goulot, qui a le rythme le plus faible. Donc ça, c'est la première étape. Identifier la contrainte. Et même, je reviens à la question de votre collègue, si ça se trouve que nous avons trois ou là, deux postes, ou le cas, ayant une capacité inférieure à la demande. Donc, celui qui a, par exemple, 15 pièces par minute, 20 pièces par minute et 10 pièces par minute. Alors que la demande, c'est 25. Donc, nous avons celui de 20, de 15 et de 10. Donc, il ne va pas être capacitaire. Donc, ce sont des contraintes. Mais celui qui a 10, ça veut dire c'est lui qui va être traité en premier lieu. Parce que donc, c'est lui ayant le temps de cycle le plus long et donc la capacité la plus faible. Même si ils sont donc les trois, et ils ont une capacité inférieure à la demande. On va se focaliser tout d'abord sur celui qui a la capacité la plus faible, même si on va considérer les trois comme des contraintes. Monsieur, et si on imagine un scénario de dégradation d'une ressource, et le process, on avait un process avant, et à travers ce process, on a identifié la ressource critique, mais après la dégradation, peut-être la ressource, je sais pas, Y, qui était no goulot. Donc, il va devenir celle, oui. D'accord, ok. De toute façon, soit c'est à cause déjà de sa capacité dès le départ, soit avec la dégradation, donc il va perdre de capacité. Donc une machine, il s'est dégradé, donc c'est une ancienne génération, il n'a pas donc la capacité de suivre le rythme de la production. Donc on va la considérer également, ça veut dire le post-goal. Première position. Si on a plusieurs, ça veut dire que celle-là, elle va être première position. Donc ça, c'est pour la première étape. Une fois on a identifié la contrainte, on va passer à la deuxième. On va exploiter la contrainte. Lorsqu'on dit exploiter la contrainte, ça signifie
qu'il fallut, ça veut dire exploiter cette contrainte au maximum, ça veut dire à sa capacité maximale. Tu vois, on doit faire le nécessaire pour qu'on puisse bénéficier de sa capacité maximale. Avant, dans la quatrième étape, ça veut dire de penser à augmenter sa capacité. Et à cette étape-là, il y a des actions qui ne demandent pas un investissement. Donc, ça veut dire, c'est par exemple, nous avons une machine ayant une capacité, c'est la ressource Golo, et on travaille par exemple pendant juste 2 shifts. Alors, la machine Golo, elle doit travailler 3 shifts. Par exemple, là, on va ajouter quelques heures pour qu'il puisse, ça veut dire, être au même rythme demandé par le client. Donc, on n'a pas investi, ça veut dire on n'a pas acheté une machine de plus, mais on l'a exploitée au maximum possible. Donc, tout d'abord, dans cette étape-là, il fallait donc la faire travailler à sa capacité maximale. Avant de passer par la suite, si jamais toutes les actions qui vont se faire à ce niveau-là, elles ne vont pas être suffisantes, alors à ce moment-là, lorsqu'on va passer à la quatrième étape, donc on est obligé de chercher des solutions, d'investir, d'augmenter sa capacité en utilisant ça veut dire on va acheter une autre machine, on va ajouter des heures supplémentaires, de toute façon on va recruter, donc ça va demander donc un travail de plus et de l'investissement. Alors comment on va exploiter la contrainte? Donc il fallait ça veut dire il fallait la suivre d'une manière minutieuse. Par exemple, en suivant le TRS, pour s'assurer qu'on exploite au maximum cette ressource et on ne perd pas, que ce soit en termes de qualité ou de maintenance ou de production. Donc, on va suivre l'indicateur TRS de cette ressource afin d'identifier donc quelles sont les principales pertes, puis on va chercher à les réduire. Donc, c'est un indicateur synthétique qui va nous permettre de faire donc le maximum d'actions qui permet d'améliorer la performance de cette machine ou de ce poste Goul. Donc, ça peut être cette action. Également, impliquer les acteurs pour identifier les causes qui limitent la capacité de la contrainte et apporter les solutions. Donc, on va faire participer les acteurs, surtout les opérateurs, pour identifier quelles sont les causes qui limitent sa capacité. Et on cherche les solutions qui permettent donc de la faire travailler à sa capacité maximale. Également, il fallait garantir la qualité avant la contrainte. Puisque c'est une ressource Goulot, ça veut dire on n'a pas encore du temps ou de possibilités pour la faire travailler. Alors, si jamais il va recevoir donc un produit de non-qualité, on va, ça veut dire, aggraver la situation. Donc, c'est pour cette raison-là, on doit garantir la qualité avant la contrainte. Donc, à ce niveau-là, on doit donc faire un contrôle sérieux de la qualité du produit avant l'alimentation de la contrainte. Donc, on doit s'assurer de la qualité des produits des encours qui vont être utilisés par la ressource Goul.
Également, en termes de maintenance, on peut mettre une politique de maintenance préventive pour maximiser la disponibilité de la contrainte et limiter ses arrêts. Donc, normalement, c'est c'est un poste non capacitaire. Donc, il fallait lui réserver plus d'attention au niveau de sa maintenance pour maximiser sa disponibilité. Donc, comment? Il fallait donc mettre une maintenance préventive pour ce poste-là, pour qu'on puisse donc avoir la disponibilité maximale. Si on va, par exemple, choisir une politique plutôt corrective pour ce poste-là, donc on ne va pas donc assurer sa disponibilité. Donc, ce qui va aggraver de plus donc la situation. Donc, on va mettre les actions nécessaires, que ce soit en termes de qualité, en termes de maintenance, en termes de performance de ce poste-là, pour qu'on puisse l'exploiter au maximum possible. Également, on peut exploiter les techniques et les bonnes pratiques pour améliorer la productivité de ce poste Golo. Toute bonne pratique qui est jugée intéressante, il fallait donc la mettre en place. Le mode opératoire, formation des compétences, si jamais également il y a un problème de changement, de temps de changement de série au niveau de ce poste Golo, il faut donc mettre un chantier SMED. Donc, ça veut dire qu'il fallait exploiter toutes les bonnes pratiques et toutes les méthodes et les techniques qui permettent donc d'améliorer la productivité de la contrainte. Alors, est-ce que c'est bon pour la deuxième étape, exploiter la contrainte? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, une fois donc on a fait toutes les actions nécessaires, tout simplement, il ne faut pas oublier les règles de l'OPT et principalement cette règle. Donc, 1 heure qui sera perdue sur un Golo est 1 heure perdue pour tout le système. Alors, on va faire tout le nécessaire pour qu'on puisse exploiter au maximum la contrainte. Il ne faut pas perdre même quelques secondes ou quelques minutes sur cette contrainte, sinon il va impacter tout le système, ça veut dire toute la chaîne de production, il sera impacté. Et également l'inverse, donc il est juste. Donc 1 heure qui sera gagnée sur un poste Golo, donc il va être bénéfique pour tout le système. Donc c'est ça, ça veut dire l'idée principale derrière l'exploitation de la contrainte. Il fallait donc bénéficier au maximum possible de cette contrainte. Alors, une fois que nous avons fait la deuxième action, l'exploitation maximale, à ce moment-là, on va passer à la troisième étape qui est subordonner tous les processus à la contrainte. Donc, c'est une règle que nous avons déjà vue. Et c'est également tout ce que nous avons expliqué
au début de cette séance sur la méthode d'Hébert. Donc, après l'exploitation maximale de la contrainte, l'action suivante, c'est il faut synchroniser tout le processus sur celle-ci. Donc, ce qui signifie tout simplement qu'on peut mettre la méthode d'Hébert. Donc, je rappelle, donc, drum, c'est le tambour. Donc, le rythme, il va être imposé par la contrainte. Les buffers, c'est les deux stocks tampons qu'on va dimensionner en fonction des aléas qui peuvent arriver à la chaîne de production. Donc, un stock qui protège la contrainte et un stock qui protège le client. Et la rope, donc c'est la corde qui illustre tout simplement que la planification et le travail de la contrainte, il va être, ça veut dire, l'élément principal pour que les postes qui se trouvent en amont libèrent la matière, là, ils commencent à travailler. Donc, les ordres de fabrication, ils vont se faire sur la base de la contrainte. Donc, on va passer à la quatrième étape qui consiste à augmenter la capacité de la contrainte. Mais quand on va passer à cette étape-là, si jamais les actions que nous avons déjà faites au niveau de la deuxième étape, au niveau de l'exploitation, elles n'ont pas donné des résultats satisfaisants. Donc, une fois les actions ne sont pas satisfaisantes, ils n'ont pas pu résoudre le problème. Cette fois-ci, il fallait augmenter la capacité de la contrainte. Donc, ce qui demande d'augmenter la capacité de la contrainte. Donc, à votre avis, comment on va augmenter la capacité de la contrainte? Monsieur l'investissement. Donc, on va investir, on va acheter quoi? Soit des machines plus performantes qui font la même tâche, soit on duplique cette machine. Donc, par exemple, on peut faire appel à une machine neuve, donc à une capacité qui dépasse la capacité de la contrainte. Ça veut dire on va la remplacer. Soit on va acheter donc une machine qui va supporter la première. Donc, comme ça, les deux, ils vont faire augmenter la capacité de la production. Monsieur, Hmm. pourquoi pas améliorer la méthode de travail, réorganiser les flux autour de la contrainte pour ne pas investir? Alors, nous avons déjà traité ça dans la deuxième étape. Donc, l'exploitation, c'est-à-dire l'amélioration. Oui, c'est tout ce que nous avons, tout ce qu'on peut faire avant de passer à l'investissement. Donc, on doit Ça le rentre faire dans à la deuxième l'exploitation. étape. Donc, Oui. ça entre dans l'exploitation, comme je l'avais signalé. Toutes les bonnes pratiques, les actions nécessaires, et on doit déjà les faire à la deuxième étape. Si ça ne donne pas des résultats, on est obligé D'investir. d'investir pour augmenter la capacité de la contrainte. Alors Merci, là, monsieur. ok. Alors, la proposition, donc, il a dit investissement. Donc, on va investir pour acheter une nouvelle machine. On va dupliquer la machine s'il s'agit de toute façon d'une machine. Ça peut être un travail manuel. Autre chose que vous pouvez suggérer? Monsieur, on peut commander des machines sur mesure, genre en fonction de la capacité qu'on recherche.
Donc, c'est ça ce qui a été évoqué par déjà vos collègues. Ça veut dire qu'on va investir sur une machine qui va satisfaire notre besoin. Est-ce qu'il y a d'autres actions pour augmenter la capacité de la contrainte, à part l'investissement au niveau des machines, que ce soit une nouvelle machine ou une machine deuxième copie, où on va dupliquer. Monsieur, on peut investir au niveau des compétences. Oui, ça peut être, on doit donc former pour qu'ils puissent donc avoir, je veux dire, des compétences nécessaires et qui peuvent améliorer, ça veut dire la capacité de la machine, et il va, si, de toute façon, s'il est possible. Et surtout, si nous avons un travail manuel. Donc, on va investir sur les compétences, ça signifie plusieurs choses. Et parmi ces choses-là, soit des formations, soit également, on doit mettre tout simplement, on va recruter d'autres personnes. S'il s'agit d'un travail manuel, ça veut dire l'augmentation de la capacité, au lieu de faire travailler un seul opérateur, on doit faire travailler plusieurs opérateurs, ce qui demande un recrutement. Oui, d'autres propositions? Monsieur, est-ce qu'il existe des cas où on sait déjà que l'exploitation ne va pas être efficace, donc on saute à l'étape 4? De toute façon, si on a fait déjà le nécessaire, ça veut dire on connaît. On ne va pas dire qu'on connaît alors qu'on n'a pas fait des actions. Donc il n'existe pas une autre manière de deviner ou bien Non, non. de... Et de toute façon, il fallait étudier pour savoir. On ne peut pas D'accord. comme ça dire, on doit passer directement à l'étape d'augmentation. Non. Monsieur, parfois même c'est une question d'implantation, c'est-à-dire l'emplacement de la ressource elle-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de manutention? Est-ce que c'est bien situé par rapport à la chaîne? Ça, c'est, de toute façon, ça, je pense, on peut le mettre, on peut l'insérer dans la deuxième étape. Oui, monsieur, car il rentre dans l'amélioration et l'optimisation. Même si ça demande parfois un investissement, mais ça ne peut pas arriver jusqu'à donc le niveau d'investissement lorsqu'on va acheter une machine ou là on va recruter des personnes. Ça veut dire on va changer l'implantation. Donc ça demande vraiment un travail, un investissement, mais ce n'est pas vraiment un investissement en termes d'achat. On va acheter un matériel, on va changer tout simplement l'implantation. Donc c'est une amélioration et on va la considérer comme exploitation de la contrainte. Et on ne peut, ça veut dire arriver à l'augmentation ça veut dire si on a fait le nécessaire et on n'a pas le choix. Toute entreprise, là, elle va pas investir comme ça. Elle doit, mais parfois, ça peut être une augmentation de la capacité d'une manière temporaire. Alors, dans ce cas-là, il va pas faire l'investissement juste pour quelque chose de temporaire. Donc, il va chercher des solutions. Ça veut dire qu'il doit être, ça veut dire temporaire également. Alors, d'autres actions, Monsieur, on peut faire l'automatisation d'une partie de poste roulant en ajoutant des robots collaboratifs. donc ça peut être cette solution. Ça veut dire, c'est jamais il y a un travail manuel et ce travail manuel, c'est lui qui a donc qui impose un rythme plus faible. On peut faire appel à des solutions automatiques comme des robots collaboratifs. On peut externaliser la tâche que fait ce poste goal.
c'est-à-dire ne Oui. pas la faire à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça veut dire on peut passer à la sous-traitance tout simplement. Donc, Monsieur, on la peut... sous-traitance, c'est un autre investissement, alors. Ouais, de toute façon, on est dans l'augmentation. Est-ce que vous voulez donc augmenter la capacité sans investir? Oui. Donc, ça peut être sous-traité. Donc, il y a une tâche qui peut être sous-traitée, c'est intéressant. Donc, elle va être faite par un sous-traitant. Donc, en fin de compte, il y a beaucoup ça veut dire, de propositions. On peut citer quelques-unes. Donc, investir dans des moyens plus performants, investir dans des capacités supplémentaires, recruter s'il s'agit d'un problème au niveau ressources humaines, sous-traiter même ça veut dire ce que fait ce poste Golo. Donc, ça veut dire c'est des actions qu'on peut imaginer si on est arrivé donc à la quatrième étape. Donc, ce sont des propositions parmi d'autres. Mais l'objectif principal, c'est d'augmenter la capacité de la contrainte. Donc, une fois on a augmenté la capacité de la contrainte, on veut passer à la cinquième étape. Alors, la quatrième étape, il nous a permis de résoudre le problème du poste Goulot. Ça veut dire on a supprimé le poste ayant la capacité la plus faible qui pose problème. Alors, dans ce cas-là, si jamais nous avons d'autres postes ayant une capacité également, il a été mieux que le poste, ça veut dire, comme je l'avais précisé en donnant les trois exemples. Donc, vous avez une machine de 15 pièces par minute, 20 pièces par minute et 10 pièces par minute. Et la demande, c'est 25 pièces par minute. Vous avez résolu le problème pour la machine ayant 10 pièces, ou la ressource ayant une capacité de 10 pièces par minute. Alors, dans ce cas-là, la contrainte, elle va sauter à celle qui a la capacité juste plus grande que 10, c'est la 15 pièces par minute. Alors, on va refaire le même travail. Celle qui va devenir la nouvelle contrainte, elle va être traitée de la même manière. Ça veut dire on va commencer par la première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, etc. Si jamais on a résolu le problème, donc ça veut dire l'amélioration elle a été faite et nous n'avons pas un poste goulot, on a une contrainte, c'est bon. Mais dans le cas général, ça veut dire on va traiter celle qui va devenir la contrainte de la même manière en passant à la première étape, puis à la deuxième étape, puis à la troisième et à la quatrième. Et on aura donc l'esprit de l'amélioration continue. Donc, il a été appelé au niveau de la théorie de contrainte Process of Ongoing Improvement. C'est tout simplement, c'est l'esprit de la PDCA, l'esprit de l'amélioration continue que vous connaissez. Donc, ce sont les 5 étapes de la théorie de contrainte. Alors, est-ce que c'est bon pour les 5 étapes, surtout pour les dernières étapes, parce que donc, nous avons déjà discuté d'une manière claire les premières étapes. C'est clair? Oui, monsieur.
Monsieur, est-ce que réellement parlant dans le cas d'une entreprise, est-ce qu'on arrive toujours à maîtriser les contraintes qui arrivent? Et de toute façon, ça veut dire la théorie de contrainte, il a trouvé un champ d'application vaste dans plusieurs entreprises. Donc, c'est pour cette raison-là, je peux dire que on arrive quand même donc à résoudre les problèmes des contraintes lorsqu'on va mettre en place la théorie de contrainte. Sinon, s'il s'agit d'une méthode qui n'a pas donné ce résultat, on ne va pas trouver que les entreprises ils vont l'appliquer alors que ce n'est pas intéressant. À ma connaissance, que ce soit au niveau local ou là au niveau même des entreprises multinationales mondialement, donc ils font appel à à la théorie de contrainte pour résoudre les problèmes des goulots d'étranglement. Et il arrive donc à le faire. D'autres questions, s'il y en a? Alors, avant de passer pour voir la suite, donc on va faire quelques applications. Donc, vous allez trouver une application déjà au niveau. Une fois que vous êtes sur Model, vous allez trouver l'application 7. Est-ce que nous l'avons déjà traité ou non? On ne l'a pas encore. Non, monsieur, pas encore. Je suis pas encore. Alors, vous allez voir l'application 7 au niveau de Model. Il est accessible pour vous. Alors, commencez par la première question.
Est-ce qu'on peut commencer la correction si vous avez terminé? Est-ce que vous avez terminé ou pas encore? Juste pour la première question. Oui, monsieur. Pour la première question. Oui, monsieur. Je vais prendre juste slide. Alors, vous avez des machines avec des temps opératoires. Donc, la question, il demande de calculer la capacité, puis la charge, le taux de charge et le temps d'utilisation. Monsieur, pour la capacité, donc on doit diviser le temps, le temps de travail sur le temps opératoire de chaque machine. Donc, par Oui, c'est exemple, ça. Mm. pour la machine 1, c'est 16 sur 0,02, donc c'est 800. OK. Oui, c'est ça. Donc, puisqu'on va mettre la règle de 3 tout simplement. Et 0,02, on peut produire un produit. Alors, pendant 16 heures, combien on va produire? Donc, la règle de 3, ça demande qu'on va diviser donc 16 par le temps opératoire de chacune de ces machines. Donc, il fallait dresser un tableau qui va, ça veut dire qu'il va donc synthétiser tout le calcul. Donc, je vais essayer de le faire. Donc, la première colonne, c'est la machine. Donc, combien de machines? Nous avons 5 machines. Donc, la première. M1, M2, 3, 4, puis 5. Donc, je vais mettre une colonne pour la capacité. C'est la capacité. Une deuxième pour la charge. Troisième pour le taux de charge. Une dernière pour le temps d'utilisation. Alors, la première, vous avez trouvé 800. Deuxième, 400. troisième, 640. quatrième, 320. 350. et la dernière, c'est la même chose, 640. Donc, c'est la capacité en unité de production. Donc, 800 unités, 400 unités, etc. Alors, la charge, combien ça va être la charge des C'est la machines? capacité du poste Goulot.
On ne peut pas produire plus. Donc, ça veut dire la charge qu'on peut produire, c'est celle qui va être imposée par le poste goulot. Alors, le poste goulot, c'était la machine. 4. Donc, puisqu'il a la capacité la plus faible. Donc, ça veut dire on va mettre partout 320. Ils ne vont pas travailler à leur capacité. Ils vont être, le rythme il va être imposé par la machine M4. Le taux de charge, C'est la charge sur la capacité. donc c'est la charge sur la capacité. Combien il est occupé la machine en termes de sa performance et de sa capacité. Donc si on va diviser 320 sur 800, ça va nous donner 40%. Donc, c'est en pourcentage. Donc, tout ça, c'est en pourcentage. Puis, 80%. 80%, 50%. donc c'est la moitié, 100%. puisque c'est la machine Golo. Puis, donc, c'est 50%. Alors, pour le temps d'utilisation, C'est le temps unitaire fois la charge. alors c'est le temps unitaire fois la charge. Alors, combien ça va nous donner? C'est 6,4 heures pour la première. Mhm. Oui, en heure, 16,4. Deuxième, 12,8. donc c'est 12,8. Troisième, 8. c'est 8. Quatrième, 16. 16, puisqu'il travaille à 100%. Oui, 8. Et 8, puisque c'est la même chose que M3. Donc, c'est les calculs que vous pouvez faire pour la première question. Alors, on connaît déjà la machine. Goulot, c'est M4. Alors, la deuxième question, donc, il vous propose d'appliquer la démarche de la théorie de contrainte pour résoudre le problème de la machine M4. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Appliquer la méthode DBR. Donc, ça veut dire on va appliquer la méthode DBR, ou là même avant d'appliquer la méthode DBR, on va passer par les 5 étapes. Ça veut dire on va appliquer la démarche de la théorie des contraintes. La première, c'est identifier la contrainte. La deuxième, exploiter. La troisième, augmenter la capacité. La troisième, c'est GD. Deuxième, exploiter. Troisième, subordonner les ressources non Goulot à la ressource Goulot. Quatrième, c'est augmenter la capacité de la contrainte. Et cinquième, c'est l'amélioration continue. Alors, c'est ça ce qu'il faut appliquer. Donc, on connaît déjà la machine M4, c'est la machine Goulot. Donc, c'est la première étape. Puis donc, on aura le choix de proposer les améliorations d'une manière générale. Ça veut dire tout ce que nous avons, par exemple, vu au niveau du cours, on peut le proposer puisque nous n'avons pas un cas réel. Donc, ça veut dire étudier comment on va faire augmenter la performance de la machine M4, mettre une politique de maintenance préventive pour assurer sa disponibilité maximale, faire appel à des bonnes pratiques, etc. Donc ça, c'est pour la deuxième étape. Et de toute façon, on n'en parle pas de est-ce qu'il faut augmenter
ou pas, jusqu'à ce que donc, on arrive à la quatrième étape. Alors, pour la troisième étape, il s'agit de faire travailler toutes les machines sur la capacité de la machine M4. Dans notre cas, c'est 320. Et lorsqu'on arrive à la quatrième étape, ça suppose qu'on n'a pas pu résoudre le problème, donc il fallait augmenter sa capacité. Et à ce moment-là, on peut proposer toutes les possibilités pour augmenter la capacité. Et à la cinquième étape, si jamais on a résolu le problème, c'est bon. Alors, quelle sera, à votre avis, la nouvelle contrainte? La machine M2. Donc, celle qui a donc, la capacité juste plus importante que M4. Donc, si jamais on a résolu le problème de 320 et on a pu augmenter sa capacité qui va peut-être dépasser M2, on aura M2, c'est la nouvelle contrainte. Et on va appliquer la même chose pour cette machine. Donc, les 5 étapes. Donc, ce que vous pouvez de toute façon mettre comme solution, donc vous allez dire il fallait appliquer les 5 étapes de la théorie de contrainte. Et lorsqu'on arrive à résoudre le problème, la machine M2, la contrainte, il va sauter et il va être la machine M2. Et de la même manière, ça veut dire on va traiter le problème de la machine M2. Donc, nous n'avons pas un cas réel, donc il fallait étudier avec les spécificités. Donc, on va rester tout simplement sur l'aspect général. Alors, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez noté ceux qui n'ont pas pu ça veut dire rédiger l'ensemble? Est-ce que vous avez pu noter le tableau? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc c'est bon, donc je peux juste le dépasser pour passer à une autre application. Donc je vais prendre cette application. Alors, vous allez essayer de faire cette deuxième application. Donc, je vous accorde un quart d'heure.
Donc, on peut commencer la correction, c'est bon? Oui, monsieur. Alors, donc, nous avons un produit avec des temps opératoires qui sont différents. Et la ligne, il fabrique pendant un seul shift, 8 heures. Alors, la première question, déterminer la cadence journalière de la ligne. Je sais la capacité du post-goal normalement. OK, donc c'est la capacité du post-goulot. Fois 8 heures. Alors on va déjà commencer par calculer la capacité de chaque machine. Puis donc, on va définir quelle est la capacité de la ligne. Alors, on va commencer machine par machine. Donc, je vais juste utiliser. Alors, on va calculer déjà la capacité de la première machine. Je vais utiliser peut-être ça. OK. Alors, on va commencer par la première machine. Alors, sa capacité, combien? Donc, c'est 8 divisé par quoi? Combien? 0,5. Par 0,5. Il nous donne 16. donc 16 pièces par jour. Le jour, c'est 8 heures. M2, Huit c'est sur 0,42. 0,42 qui est égal 19. 19 pièces dans la journée. Puis M3, c'est 8 divisé par combien? 0,53. OK, ce qui nous donne 15. donc 15 pièces. Alors ça, c'est pour chacune des machines. Donc, puisque les machines, ils sont disposées selon donc, une ligne de production, alors quelle est ça veut dire la capacité de production de la ligne ou le rythme de production de la ligne? C'est celui du poste Monsieur 15. de la machine 3. Alors, ça veut dire il va imposer son rythme. Donc, ça, c'est pour la première question. Donc, il va imposer son rythme. Comme ça, la production journalière de la ligne, il sera la même que celle de la machine M3. Donc, la production journalière, je ne sais pas, la question c'était calculer la capacité de la ligne ou La cadence. la cadence journalière. OK. OK. Alors, la cadence par jour, il est égal à 15 pièces de toute façon par jour. Donc, c'est 15 pièces. Donc, ça, c'est pour la première question. Je conserve. Donc, la deuxième question, identifier le poste goulot de la ligne et pourquoi. Donc, le poste goulot de la ligne, La machine M3, c'est la C'est machine M3. M3. Et pourquoi c'est M3? Parce qu'il possède la capacité minimale. Donc, la plus faible. Oui. Et le temps opératoire le plus important. Ça veut dire c'est le temps de cycle, en disant le plus long.
Donc 0,53. Donc c'est ça la raison. Alors c'est clair pour la deuxième. Puis donc calculer les temps morts sur les postes non goulot. Donc nous avons deux postes. C'est le temps disponible, moi, le temps réellement utilisé. Oui. Donc, par exemple, sur le temps pour la machine M1, c'est 8, moins donc 15 fois 0,05. Mhm. Donc, c'est 8 moins 7,5 est égal à 0,5 heures. OK. Je vais. C'est la troisième. Deuxième, c'est bon. On passe à la troisième. Alors, le temps mort pour la machine M1, donc vous avez dit, c'est le temps disponible, c'est 8, moins Le temps utilisé. Donc le temps c'est utilisé, c'est 15 fois 0,5. donc ça veut dire 15 fois 0,5 qui sera égal à 0,5. Yak. Ouais. Donc ça, c'est pour M1. Monsieur, on peut faire le temps opératoire fois la différence entre la capacité et la charge. Donc ça veut dire tout simplement, oui, de toute façon, oui. Il fallait juste, donc vous avez des, il fallait juste, ça veut dire convertir cette capacité en temps tout simplement. Ou là, directement, donc M1 par exemple, M1, il produit 16 pièces par jour. Ça veut dire qu'il a la capacité de produire 16 pièces par jour. Alors qu'il produit tout simplement 15. Alors la différence, c'est une seule pièce. Donc une seule pièce fois le temps opératoire de la machine donc M1. Donc nous avons 16 moins 15, c'est 1 fois 0,5. Ce qui va nous donner la même chose. Oui. M2, donc c'est 8 moins. Alors vous allez continuer. Donc c'est M2. M2 c'est. Donc s'il vous plaît, donc شي واحد فيكم شعل الميكرو ديالو وقفوا. Donc c'est le temps disponible. Alors nous avons 19 ou là 15 fois 0,42. 0,42. Combien il nous donne? 1,7. 1,7. Il peut y avoir une petite différence si on va calculer avec la capacité. Par exemple, nous avons, pour la machine M2, nous avons 19 pièces. C'est sa capacité normalement maximale. C'est sa capacité. Alors qu'il travaille avec 15. Donc 19 moins 15, il nous donne 4. Puis on va multiplier 4 par sa capacité, donc c'est fois 0,42. Vous allez trouver une légère différence, 1,68. Monsieur, même parce qu'on a arrondi les capacités. Oui, c'est ça. On a déjà fait le calcul et on les a arrondis. Donc vous allez trouver que ce soit de la première méthode, celle-là, donc le temps disponible, moins la production réelle, ou
ou la même chose, la différence de capacité fois le temps opératoire, vous allez trouver presque la même chose. Donc, ce sont les temps morts lorsqu'on travaille avec la capacité de la machine Gould. C'est toujours 0,68 heures. L'unité, c'est l'heure. C'est bon, je passe à la suite. C'est bon pour la correction? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, on va faire une partie de cours. Donc, on va essayer de toute façon de finaliser la théorie des contraintes. Il ne reste pas beaucoup au niveau de ce chapitre. Alors, on arrive aux indicateurs de performance de la théorie de contraintes. Alors, si vous vous rappelez, lorsque j'ai introduit pendant la première séance la théorie de contraintes, on a dit qu'il a trop, ça veut dire au départ, il a été appliqué pour tout ce qui est production, supply chain management, et par la suite, il a été étendu vers d'autres domaines, y compris le domaine de la comptabilité. Donc, c'est ça le slide. Ça veut dire qu'il y a des indicateurs de performance utilisés au niveau de la comptabilité de gestion. Donc, et c'est ça ce qu'on va voir d'une manière partielle. Ça veut dire quelques indicateurs de performance. De toute façon, qui intéressent la comptabilité de gestion et également tout ce qui est management de production et supply chain. Alors, on va voir les indicateurs les plus intéressants qui ont été proposés dans le cadre de la théorie de contrainte. Alors, le premier indicateur, c'est le throughput. L'équivalent en français, c'est le débit des ventes. Le deuxième indicateur, c'est inventory. Donc, c'est l'équivalent de l'argent investi. Et le troisième indicateur, c'est operating expenses. Ce sont les dépenses. Alors, on va donner quelques explications à chacune de ces indicateurs. À chacun de ces indicateurs. Le premier, c'est le throughput. Donc, c'est quoi le throughput? C'est le débit des ventes et c'est le rythme auquel le système génère de l'argent par les ventes. Ça veut dire combien on va vendre par la suite. Et au niveau des calculs, il sera calculé selon la formule suivante. Le throughput, il est égal. Le montant total des ventes livrées et facturées moins les consommations totalement proportionnelles. Alors, la première partie, c'est le montant total des ventes. Ça veut dire combien on a vendu et également combien on a facturé. Et on va soustraire de ce montant-là pour avoir vraiment le débit des ventes, les consommations, mais cette fois-ci
les consommations totalement proportionnelles au volume de vente. Ça veut dire, une fois vous allez faire augmenter le volume de vente, vous allez consommer plus de matières premières. Vous allez utiliser plus de transport. Peut-être vous allez sous-traiter plus. Et on va considérer la consommation qui sera totalement proportionnelle au volume. Donc, c'est ça ce qui a été même signalé à ce niveau-là. Les consommations sont totalement variables avec le volume vendu. Donc, et vers la fin, on peut juste mettre cette formule plus simple. Alors, le throughput, c'est le prix de vente moins le coût de consommation. Et ça, c'est le premier indicateur. C'est le throughput. Ce que vous avez vendu moins la consommation qui sera totalement proportionnelle à ce volume. Donc ça, c'est le premier indicateur. Donc je pense que ce n'est pas compliqué. Donc c'est une définition de cet indicateur. Il est défini comme ça. Puis donc on va passer au deuxième indicateur, c'est inventory. C'est l'argent investi. Alors, c'est quoi cet argent investi? Ça représente le montant total de tout l'argent immobilisé dans l'entreprise, qui permet à cette entreprise d'atteindre son but, je veux dire en termes de vente, comme nous l'avons déjà vu. Alors, cet argent investi, il est sous forme de quoi? Il est sous forme de construction, sous forme de machines, aménagement, les équipements, stock de matières premières, stock de tout ce qui est composants, les produits en cours et les produits finis. De toute façon, toute cette partie-là, ça concerne les stocks. Que ce soit matières premières, ou là, les en cours, ou les produits finis. Donc, tout ce qu'on mobilise à ce niveau-là, sous forme de construction, les machines, l'aménagement, les équipements et les stocks, ça représente l'argent investi. On peut dire que l'inventory comprend tous les actifs immobiliers et les stocks. Donc, tout ce qui est construction, machine, aménagement, équipement, c'est des actifs immobiliers. À côté de ça, on va rajouter les stocks. Donc, c'est tout ce que l'entreprise a immobilisé pour qu'il puisse donc réaliser des bénéfices par la suite et générer des ventes. Donc, on peut le simplifier en mettant la formule suivante. Inventory, il est égal à l'investissement. Donc, ça représente tout ce qui est actif immobilier, construction, machine, aménagement, etc. Et les stocks qui intègrent la matière première, les encours et les produits finis. Donc ça, c'est la définition de ce deuxième indicateur.